Mes amis, je vous salue. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Me voici revenu de Rennes. Bon, je ne vous fais aucun reportage pour le moment parce que j'ai pas l'appareil suffisant. Mon appareil photo caméra ne vaut pas grand-chose. Elle dure que 2 minutes, 17, 12 minutes, 17 minutes, pas plus. Et donc, j'aurais voulu faire un reportage un peu plus long. Enfin, bon, bref, je vais acheter bientôt du matériel, ne vous inquiétez pas. Tout va dans le bon sens. J'espère que vous allez bien. Que ça se passe bien chez vous dans votre lieu de travail. Alors, je vous invite, comme toujours en début de vidéo, de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un pouce et d'activer la clochette afin de recevoir en première les vidéos qui apparaissent jour après jour. Alors, hier, nous avons vu la révolution en Angleterre au XVIe siècle avec Cromwell, n'est-ce pas? Cromwell qui met fin au régime de la monarchie anglaise en le condamnant à la peine de mort, donc par décapitation. Et de là, s'en subir d'autres crimes que bon Cromwell a pu commettre. Bon, déjà le régicide, hein, avec le nouveau Parlement. Et là, nous arrivons à la deuxième partie. Enfin, il y a eu plusieurs autres révolutions, mais je ne vais pas remonter toutes les révolutions. Je prends les principales. La première est celle dite la révolte glorieuse. Alors, la révolte glorieuse, elle se passe beaucoup plus pacifiquement, quoique, pas tant que ça. Alors, nous allons un petit peu parcourir ensemble cette, cette glorieuse révolution, ou cette, cette- ah, enfin bon, cette révolution. Alors cette révolution a lieu entre 1688 et 1689. Est-ce que cela vous rappelle rien? Eh bien oui, la révolution dit du pays des fromages, hein, c'est-à-dire du royaume franc, qui est renversé, la monarchie abolie en 1793, le roi Louis XVI décapité en 1792, semble-t-il, hein, si je ne me trompe, et la reine Marie-Antoinette un peu plus tard. Mais les Anglais ont décapité une fois le roi Jacques II, je crois, ou Jacques Ier, non Jacques Ier peut-être, hein. Mais la deuxième révolution ne s'est pas faite de la même manière, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà même, certains crimes de Cromwell ont été punis, d'autres pas. D'autres ont été abandonnés, les poursuites, enfin, le jugement a été abandonné, donc voilà. Alors, cette révolution elle a eu lieu entre 1688 à 1689 et décrite dans un premier temps comme pacifique. Oui, enfin, elle n'est pas si pacifique que ça, je vous l'ai dit. Elle eut pour conséquence de renverser le roi Jacques II oui, d'Angleterre, Jacques VII d'Écosse et provoqua l'avènement de la fille de celui-ci, Marie II, et de son époux Guillaume III, prince d'Orange, appelé sur le trône par le Parlement anglais. La Révolution renforça la monarchie, vous voyez, la monarchie mixte, hein, donc Parlement-Royauté, et conforta le rôle du Parlement face à la couronne. Oui, depuis, c'est comme ça que ça marche. Depuis, hein, il y a une monarchie mixte en Angleterre, c'est pas une monarchie absolue comme c'était le cas ici dans le pays des fromages, où ils ont fait une tentative avec les Orléans, mais bon, ça a échoué. Bon, en France, on n'est pas des Anglais, hein, après tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de plus alors? Ce terme de pacifique attribué à cette révolution est à nuancer. Tout d'abord, en raison des combats sévères qui, qui opposaient les partisans catholiques à l'armée néerlandaise de Guillaume III protestante. Alors, oui, l'Angleterre était plutôt catholique à l'époque, hein, mais catholique anglicane, comme je vous l'ai dit. C'est pas le catholicisme du Vatican, bon. Ainsi qu'à cause de la sanglante contre-révolution qui s'ensuivit en Irlande, peu de temps après ce qui la renversa. Bon. Succédant son frère Charles II en 1685, le catholique Jacques II, ancien duc d'York, s'aliéna rapidement l'opinion par des mesures impopulaires. Violence de la répression contre la rébellion du duc de Monmouth, création d'une armée permanente, entrée de catholiques dans l'armée et dans les universités. Ah oui, là,
rapprochement avec la papauté est venu d'un nonce apostolique à Londres. Oui, enfin, ils ont tenté, les Anglais, enfin, Jacques II a tenté de se rapprocher du Vatican, oui. C'était plus l'Église anglicane voulue par Henri VIII, hein, je vous rappelle. Alors, bon, on va parcourir rapidement. Alors, en contrepartie, ceci contresigner en février 1689 la Déclaration des droits, Bill of Rights, qui inscrivit dans la loi les acquis du Commonwealth, c'est-à-dire une sorte de république, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire en anglais, hein, d'Angleterre, ou du règne de Charles II. L'accession au trône est interdite aux catholiques, des élections libres et le renouvellement du Parlement sont assurés. La présence d'une armée en temps de paix est illégale. Alors, justement, historiquement, cette déclaration des droits, donc, à la fin du XVIIe siècle, marque la naissance d'une forme de régime parlementaire. Alors, en fait, la déclaration des droits, c'est un petit peu la déclaration des droits de l'homme universelle des États-Unis, qui viendront plus tard, et qui viennent... Alors, de l'Angleterre, on passe des droits. Aux États-Unis, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'ici dans le pays des fromages. Et nous, on a copié sur... Lafayette nous a ramené la Révolution, il faut le rappeler, dans ses bagages. Quand il est revenu, il a pacifié avec Washington les États-Unis, et donc depuis, la proclamation d'une république américaine s'est faite. Hein. Bon, il n'y a jamais eu de royauté ni de monarchie aux États-Unis, pays tout récent, forgé par Benjamin Franklin, je l'ai dit, hein, George Washington, aidé en cela par Lafayette, hein, bien sûr. Hein. Et Lafayette ayant ramené, puisqu'il a rejoint le camp des révolutionnaires, il a ramené dans le pays des fromages la pacification entre le royaume et éventuellement, je ne sais plus comment on appelle ça, les cahiers des doléances, hein, c'est ça. Hein. C'est un peu ça qui a été présenté sous Louis XV et sous Louis XVI. Rappelons-le, et sous Louis XV, le trône n'a pas été renversé. Par contre, il était en sursis. Mais c'est Louis XVI qui en prendra plein la figure. C'est celui qui va retomber en pleine face, en pleine figure, tous les, on va dire toutes les non-interventions du roi Louis XV. Si Louis XV aurait fait ce que Louis XIV aurait fait d'ailleurs, lui il aurait fait tirer sur les manants, quoi, hein, comme on disait à l'époque. Hein. Donc la révolution aurait retardé de plusieurs années, de dizaines d'années, peut-être même de quelques siècles, peut-être. Et encore, aurait-elle eu lieu, on ne sait pas. En tout cas, si la révolution a eu lieu, c'est parce qu'après la mort de Louis XIV, qui était l'apogée de la monarchie dans le pays des Francs, Louis XV, bien sûr, Louis XIV, le peuple parisien commence à souffrir, à être affamé, mais c'est surtout ce Louis XV qui, lui, partait à la chasse, s'amusait et tenait pas compte des cris du peuple. Hein. D'où la raison pour laquelle, plus tard, après le règne de Louis XV, à sa mort, viendra Louis XVI qui, lui, n'étant pas préparé, si j'ose dire, il avait plutôt l'idée d'un règne pacifique, sans faire de vagues, sans faire de morts, le moins possible, et donc laissant la place aux mécontents, à la bourgeoisie, hein, qui n'a pas cessé d'attiser le carétat, le peuple, pour le faire gagner à sa cause. Alors, en contrepartie, ceci, contresigne, bon, je l'ai dit. Voilà, la participation des 3300 volontaires huguenots. Alors là, les huguenots, bon, alors là, on va en parler parce que la plupart des huguenots sont du pays des fromages. Hein. C'est ceux qui ont été chassés par Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes, hein, pour mémoire. Et ils se sont réfugiés essentiellement dans les Pays-Bas, l'actuelle Hollande, hein, les Pays-Bas. Et c'est là qu'il y a eu le foyer des tout premiers commerçants, on va dire, en Hollande. Après, c'est Venise, l'Italie, et après, c'est le royaume des Francs. Mais nous, c'est plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les Huguenots? De nombreux Huguenots ont fui aux Provinces-Unies, donc les Provinces-Unies, c'est des Pays-Bas, espagnols, dès la fin du XVIe. Attendez. De nombreux Huguenots ont fui aux
aux Provinces-Unies des Pays-Bas espagnols dès la fin du XVIe siècle, avec le départ de 30 000 protestants flamands d'Anvers pour Amsterdam, où là ils avaient un havre de paix, de tranquillité, ils n'étaient pas gênés de pratiquer leur religion. Devenue capitale des libertés en Europe, évidemment, hein, en 1685, lors des dragonnades. Alors, les dragonnades, c'est Louis XIV qui pourchasse les derniers huguenots, justement, les derniers protestants, et de la révocation de l'édit de Nantes. Donc, c'est donc vers les Provinces-Unies que fuient naturellement les Huguenots, pardon, pas les Huguenots, les Huguenots de la deuxième génération d'immigrants. Guillaume d'Orange crée très vite la Ligue d'Augsbourg pour freiner les ardeurs du roi Louis XIV et du catholique Jacques II d'Angleterre, donc devenu roi d'Angleterre en 1685. Ah oui, lui il était très catholique, proche des idées du Vatican, oui. C'était plus l'anglicanisme. En 1688, au sein de l'expédition de 11 000 fantassins et 4 000 cavaliers qui débarquent en Angleterre, et organise la glorieuse révolution, figure des réfugiés protestants, pays du fromage et en Hollande, trois régiments d'infanterie de 750 hommes chacun, et d'un escadron de cavalerie composé entièrement de gens du pays du fromage, quoi, auxquels s'ajoutent disséminés dans les autres régiments environ 730 officiers, voilà, toujours pareil, du pays du fromage, hein, qui ont l'expérience des campagnes menées sous Turenne et Schomberg, soit un total d'environ 3300 huguenots. Alors, exil, résistance et débarquement de Kinsale. Bon, ça, qu'est-ce que c'est que Kinsale? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Les partisans de Jacques II, toujours qui refusèrent l'allégeance à Guillaume et Marie, furent appelés les non-jureurs ou jacobites. Beaucoup se réfugièrent au pays du fromage à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est les catholiques, hein, évidemment, que Louis XIV s'empressa d'aider. Et furent accueillis par Louis XIV, etc. à Versailles. Bon, voilà. Le 22 janvier suivant. Bon. Alors, nombreux sont les catholiques irlandais et écossais. Ils furent battus à la bataille de la Boyne en Irlande en 1690, où ils combattirent aux côtés des 10 000 soldats du corps expéditionnaire du pays du fromage envoyé par les 14. Bon, on y va rapidement. Compromis en Irlande, les crimes de Cromwell partiellement effacés. Bon. Le patriote irlandais Patrick Sarsfield détruit l'artillerie de Guillaume III, qui est forcé de battre en retraite, mais écrase ensuite l'armée irlandaise devant la ville de Grim et Limerick, qui doit capituler. Au terme du traité de Limerick 1691, les catholiques obtiennent une certaine liberté religieuse, et les terres qu'ils possédaient sous Charles II leur sont restituées. Bon, les catholiques avaient belle presse, bien sûr, en Irlande, hein, évidemment. L'Irlande est toujours restée très catholique, hein, même encore aujourd'hui, hein, en 2024, hein, les amis. Alors, le traité de Limerick qui entraîne le départ au pays du fromage de toute la noblesse irlandaise, laisse cependant le peuple catholique irlandais sans défenseur face au nouvel État prônant une certaine liberté de culte, mais incarné de fait par des protestants, ce qui fragilise l'équilibre voulu par le traité. Bon, évidemment, tout devient à l'avantage des protestants en Irlande. Révolution ou invasion? Plusieurs historiens questionnent désormais la nature du jugement politique menant au renversement de Jacques II. La plupart des historiens penchent désormais pour décrire la glorieuse révolution comme une invasion néerlandaise de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, qui s'uniront avec les anglicans anglais pour redonner à l'anglicanisme sa primauté sur le catholicisme du Vatican. Voilà, cette invasion de connivence avec certains protestants orthodoxes anglais, voilà, permis ainsi l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, donc une monarchie mixte. Pour l'historien, bon, conséquences économiques et sociales, la glorieuse révolution assure
une certaine stabilité religieuse en Angleterre et ainsi la sécurité pour les protestants qui vont alors y émigrer de toute l'Europe en Angleterre, hein, donc en anglicisant parfois leur nom, mais moins souvent que par le passé. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 et les dragonnades contre les Huguenots ont commencé dès 1680 et 200 000 d'entre eux quittent le pays des fromages, dont une partie rejoindra l'Angleterre. Oui, évidemment. L'Angleterre ou les Pays-Bas, mais surtout en Angleterre, hein, c'est une partie. Là, la plus grosse partie rejoint les Pays-Bas. En effet, après c'est l'Angleterre. Voilà pour l'histoire un petit peu, chers amis, de la Révolution glorieuse. Alors, bon là, et vous voyez le progrès que les protestants, que ce soit aux Pays-Bas et en Angleterre, décidèrent. L'Angleterre, par exemple, est devenue la première flotte dans le monde. Avant les États-Unis, bien sûr, qui était encore un jeune État, avec Lafayette, hein, comme je vous l'ai dit. Par contre, l'Angleterre était une force sur les mers et ils déposèrent beaucoup de brevets industriels. D'ailleurs, c'était la naissance de la révolution industrielle par les Pays-Bas et l'Angleterre. Je rappelle que ça a commencé en germe dans les Pays-Bas, la révolution industrielle, mais elle s'est développée surtout en Angleterre, au XVIIIe et début du XIXe siècle. Mais là, les États-Unis, début XIXe siècle, avec les Assyries, battra largement les Anglais. Mais enfin, comme les deux pays, de toute façon, sont cousins, il n'y a pas trop en soi de concurrence sérieuse. En fait, l'un prête main forte à l'autre, hein, et inversement. L'Angleterre et les États-Unis ont toujours été amis, hein. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, à la guerre Russie-Ukraine, les Anglais rejoignent l'OTAN, ils sont d'ailleurs dans l'OTAN, hein, et rejoignent complètement la politique américaine, hein. Voilà, il faut le dire, hein. Parce que les Anglais sont anglophones et les Américains sont anglo-américains, hein. Donc, même si les Anglais ont été chassés par le pays des fromages avec Lafayette à sa tête, néanmoins, c'est l'anglais qui prime aux États-Unis, avec quelques variations, bien sûr, mais enfin, dans l'ensemble, c'est l'anglais, à une voix près, parce que sinon, ça aurait été l'allemand qui aurait dû. Oui, parce qu'il y a eu un vote pour ça, pour la langue des États, des États-Unis, ça a failli être l'allemand. Mais voilà. Par contre, l'allemand est, je crois, la deuxième langue aux États-Unis, semble-t-il. Alors voilà un petit peu pour l'histoire. Alors qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement? Et nous allons revenir sur la Révolution, ou plutôt sur après ou avant le consulat. On va un petit peu faire un détour sur quatre personnages. Tout d'abord Lafayette, ensuite Marat ou Danton, et puis Robespierre. Et après nous continuerons les dirigeants sous le directoire, bien sûr, cette fois, où là nous verrons la naissance de l'Empire du pays des fromages, avec Bonaparte, Napoléon Ier, qui va pacifier une fois pour toutes la Révolution. Il va mettre un terme, en tout cas dans un premier temps, à la monarchie. Alors vous allez me dire, oui, mais entre-temps, après Napoléon, après son départ, il y a eu les 100 jours. Les 100 jours, c'est Napoléon, pardon. Il y a eu la monarchie de Juillet. Il y a eu, on l'a lu, hein, on en a parlé, il y a eu deux régimes royalistes. Or, les Orléans, puis bon, une dispute entre les Orléans et les Bourbons qui, bon, n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc, parce que les uns voulaient un régime parlementaire à l'anglaise, hein, comme les Orléans, mais les Bourbons, eux, ils voulaient un retour à la monarchie absolue, sans partage, avec l'élection du roi par droit divin, et non pas par le peuple. Vous voyez? Et c'est là que c'est un petit peu dommage. Alors moi, je ne suis pas contre la monarchie absolue, sauf que je ne comprends pas pourquoi de droit divin, après tout. On peut très bien avoir une monarchie composée ou mixte, et très bien marcher comme dans certains pays, les Pays-Bas, où c'est une monarchie, semble-t-il, non? L'Angleterre, et puis d'autres États, bien sûr.
Voilà, chers amis, un petit peu. Alors, pourquoi 1688, 1689 en Angleterre? Eh bien, parce que, mais ça, c'est encore un autre débat, c'est un petit peu les grandes loges qui sont nées en Angleterre. Effectivement, les Illuminati de Bavière, qu'on appelle de Bavière, mais qui en fait ont vu leur grossissement en Angleterre, en récupérant les loges maçonniques d'Angleterre, bien sûr. Alors, en Italie, c'est les Carbonari. En Angleterre, je ne sais pas comment ils les appellent, c'est le Grand Orient. Non, c'est pas le Grand Orient, ça c'est plutôt au pays des fromages. Bref, les Illuminati de Bavière, oui, parce qu'ils sont nés en Bavière, effectivement. Naissance des protestants. Comme toujours, hein, les protestants, c'est une forme de religion plutôt euh, basée sur la réussite et, on va dire la sélection. Ça, c'est le protestantisme. Alors que le catholicisme intégral, comme on le voit avec le Vatican, c'est plutôt l'égalité des chances, les droits de l'homme hein, pour le Vatican d'aujourd'hui. Hein. Et en fait, ce n'est pas la sélection ni la réussite individuelle hein, des- des- des élites estudiantines, des étudiants. C'est plutôt l'égalitarisme en mettant tout le monde dans la possibilité d'avancer ensemble. Ça, c'est les chrétiens catholiques. Hein, voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que font les anglicans, les anglo-saxons, ni les protestants en Angleterre. C'est pas comme ça qu'ils font. Hein. Si les États-Unis étaient, maintenant ils baissent un petit peu, mais à cause de leur surenchère du dollar, mais autrement dit, de la planche à billets, si ce pays avait tellement réussi, c'est parce que les protestants marche sur la réussite. Les Pays-Bas, c'est un pays, même s'ils sont dans l'espace européen des 27 membres, des pays membres, néanmoins, ils marchent économiquement, ils marchent mieux que nous, même s'ils ont l'euro. Mais chez eux, le mode de vie est un peu plus élevé que chez nous, dans le pays des fromages. Parce que nous sommes toujours, malgré que on parle des droits de l'homme, de l'égalitarisme, mais ils prennent ces révolutionnaires dits du pays des fromages, ils ont pris l'influence chrétienne. Mais non, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est les jésuites, c'est les catholiques qui ont pénétré la franc-maçonnerie chez nous, dans nos pays latins, pays du Sud, hein, ou du Nord plutôt, non du Sud. Les trois pays, hein, Portugal, enfin Italie, France, Portugal, Espagne, ou Espagne, Portugal, comme vous voulez. Ces quatre pays du Sud sont sous influence d'une réussite médiocre, surtout chez nous, un pays du fromage. L'Espagne s'en tire un peu mieux, le Portugal, bon, se porte pas trop mal. Mais nous, on coule. Parce que nous sommes toujours sous l'égalitarisme, homme-femme, femme-femme, homme, dégage. Vous voyez, on n'a pas du tout l'esprit de compétitivité, de commercialisation, comme les Pays-Bas, comme l'Angleterre, comme les États-Unis et d'autres pays comme ça du Nord, hein, l'Allemagne qui, elle, bénéficie d'une aura industrielle exceptionnelle. Ils nous ont tout pris, hein. Ils nous ont tout pillé, les Allemands. Enfin, pillé non, c'est nos gouvernements qui, depuis plus de 40 ans, a tout vendu à l'Allemagne. C'est pas les Allemands qui nous pillent tout, hein. Mais c'est que pour assurer une solidarité avec l'Allemagne sur les 27 pays membres, il fallait que l'Allemagne récupère beaucoup de nos pays. Donc on a tout donné. Notre or aux États-Unis, je suppose, je ne sais pas trop. Bon, là, je divague pas, mais la révolution, elle s'est faite dans un esprit des droits de l'homme, chez nous, dans le pays des fromages. En Angleterre, c'est les droits. Les droits, c'est-à-dire que les royalistes et le Parlement, enfin les parlementaires, devaient avoir les mêmes droits, ou des droits similaires. Ne pas être traités en subalterne comme sous l'ancienne monarchie, où le roi d'Angleterre pouvait convoquer ou dissoudre à souhait le Parlement. Là, ça ne se faisait plus. Depuis Cromwell et surtout au XVIe siècle, comme on l'a vu précédemment, mais là, en particulier avec la Révolution glorieuse, les droits ont été inscrits dans la charte du Parlement anglais, qui a dissous bien sûr la Chambre des Lords, hein, et qui, avec la royauté, ben, partage les droits, en fait. Donc le roi Charles, par exemple, Charles II d'Angleterre reconnaît des droits au Parlement, et inversement, le Parlement reconnaît Sunak, l'actuel Premier ministre britannique,
connaît des droits au roi et anciennement à la reine. Voilà comment, chers amis, se fait la monarchie mixte avec deux révolutions. La première un peu violente avec la mort du roi et la deuxième avec une charte imposée au roi, donc pour faire accepter les droits de chacun, des monarchistes, des royalistes et des parlementaires. Alors, nous allons revenir un petit peu sur l'histoire du pays du fromage, comme je vous l'ai dit, et avant d'entamer la révolution, proprement dite, oui, vous allez me dire, mais Raymond, tu as parlé déjà des premiers dirigeants post-révolutionnaires. Oui, c'est vrai. Mais je fais un petit saut en arrière. Nous allons revenir un petit peu sur les motivations de la révolution par rapport au cahier des doléances de 1788 dans le royaume franc, alors que l'Angleterre, le cahier de doléances, enfin l'équivalent, c'était en 1688, un siècle jour pour jour peut-être, ou mois pour mois, en Angleterre et au pays du fromage, enfin voilà. Et la révolution s'est faite, alors c'était voulu par les Illuminati, hein. La mise en place de la mort du roi dans tous les royaumes s'est faite en Angleterre. La décision par les Illuminati de Bavière, dont le principal auteur était Weishaupt. Weishaupt, qui était un ancien jésuite d'origine israélite, hein, pour ne pas le cacher, mais il a été élevé et éduqué par les jésuites. Vous voyez comme quoi que les jésuites, dont le symbole est le soleil noir, je vous rappelle, n'est pas sans faire penser ce qui s'est passé lorsque le roi Louis XIV a mis fin, a mis un terme aux jésuites, hein, à la protection des huguenots, des protestants, après quoi ils sont partis. Et donc la fin des privilèges des compagnons de Jésus, hein, donc des jésuites chez nous, a fait partir beaucoup d'hommes, beaucoup de gens en tout cas, religieux ou pas. Ils sont partis aux Pays-Bas, ils sont partis voilà, en Angleterre après, et de là, avec les Pays-Bas, ils ont aidé l'Angleterre à mettre sur le trône un roi et un parlement, protestant pour le parlement, je crois, hein, et puis anglican pour le roi. Enfin bon, avec bien sûr l'acceptation du roi ou de la reine, des anglicans d'un côté et des protestants de l'autre. Alors, quelle est la majorité religieuse en Angleterre? Je pense que c'est le protestantisme, il me semble, hein, je ne suis pas sûr, faut que je regarde. Je vous en dirai rapidement deux mots une prochaine fois, pas demain. Demain, nous allons revenir sur Lafayette, où j'aurai l'occasion demain matin de lire un peu avant de commencer une discussion sérieuse sur ce personnage, cet homme haut en couleur. Sur ce, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que je n'ai pas été trop long, bien que les vidéos seraient beaucoup plus longues s'il fallait aller dans le détail, mais je vous invite à chercher un petit peu par vous-même sur Wikipédia ou sur d'autres sources, hein, si vous trouvez, et de vous faire votre propre opinion, et puis de me poser des questions, de me dire ce qui a manqué, ce qui a pu être exagéré ou mal approprié. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, soyez heureux en famille, soyez heureux entre amis, avec vos camarades, en famille. Et puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de chance. À très bientôt. Au revoir.